Vous connaissez cette vidéo? Un journaliste demande à Elon Musk ce qu'il pense de son nouveau concurrent chinois, BYD. Et Musk rit. Franchement, de bon cœur, comme on rit d'une blague. Aujourd'hui, il ne rit plus. Pour la première fois, le constructeur chinois a vendu plus de voitures électriques que Tesla. Plus de 2 millions contre 1,6 million. Et ce n'est que la surface. En coulisses, les bénéfices de Tesla se sont effondrés, divisés par 4 en 24 mois. Alors on va te dire que les Chinois trichent, que Pékin distribue les milliards. Et c'est vrai, on l'a dit nous-mêmes dans une autre vidéo. Mais on oublie l'autre moitié de l'histoire, celle qui dérange. Si Tesla est monté si haut, ce n'est pas seulement grâce au génie de ses ingénieurs, c'est aussi grâce à un mécanisme discret, écrit noir sur blanc dans ses bilans, qui lui a rapporté 11 milliards de dollars, sans vendre une seule voiture de plus. La vraie question de cette vidéo, ce n'est pas de savoir si la Chine a triché, c'est pourquoi, quand c'est la Chine, on appelle ça une arnaque. Et quand c'est l'Amérique, on crie au génie. Pour comprendre la chute, il faut d'abord mesurer la hauteur. Parce qu'on a tendance à l'oublier, aujourd'hui qu'on enterre Tesla un trimestre sur 2, mais il y a 15 ans, l'idée même d'une voiture électrique désirable faisait sourire. Detroit n'y croyait pas. Les Allemands méprisaient. Toyota, le plus gros constructeur du monde, misait sur l'hydrogène et l'hybride, et regardait l'électrique de très loin. Tesla, elle, n'a fait qu'une chose, mais elle l'a faite avant tout le monde. Elle a construit une voiture électrique que les gens avaient envie d'acheter. Pas par conscience écologique, par désir. Une voiture rapide, silencieuse, qui se mettait à jour la nuit comme un téléphone et qu'on rechargeait sur un réseau que Tesla avait bâti elle-même, borne par borne, quand personne d'autre ne voulait s'en charger. Et ça, ce n'était pas un détail technique, c'était un système, parce que Tesla ne vendait pas qu'une voiture. Elle vendait un écosystème fermé. Le logiciel, le réseau de recharge, la vente directe sans concessionnaire, les données de millions de kilomètres parcourus qui revenaient nourrir la conduite autonome. Aujourd'hui encore, la quasi-totalité de ces ventes repose sur deux modèles, la Model 3 et la Model Y, deux voitures vendues partout sur la planète. Plus d'1 million de conducteurs paient un abonnement pour la conduite assistée. Deux modèles, un réseau, un logiciel et une marque devenue, en 10 ans, l'une des plus puissantes du monde. Le résultat, tu le connais. Toute l'industrie a fini par suivre. Volkswagen, Mercedes, Ford, Hyundai, Renault, tous se sont mis à l'électrique. Tous couraient derrière la même voiture, celle de l'entreprise dont ils riaient. Alors voilà la question évidente, celle que pose chaque article, chaque étude de cas, chaque biographie de Musk vendue en aéroport. Comment une entreprise que tout le monde méprisait a-t-elle pu forcer la planète entière à changer de moteur? Et la réponse qu'on te donne, à chaque fois, tient en un mot. Le génie. C'est une belle réponse. Elle a un défaut. Elle est incomplète. L'histoire officielle commence par une quasi-mort. 2008, Tesla a 6 ans, un seul modèle, un petit roadster électrique vendu à une poignée de millionnaires de la Silicon Valley et plus d'argent. La crise financière vient de tout emporter. Les commandes s'effondrent. L'entreprise brûle ses dernières réserves. Pendant ces 7 premières années, Tesla a été financé presque entièrement sur fonds privés. Le Roadster, les groupes motopropulseurs qu'elle concevait pour Mercedes, les premières esquisses de la Model S, tout ça existe avant le moindre dollar public. Musk met dans l'entreprise ce qu'il lui reste de sa fortune. Il raconte plus tard avoir dû choisir, ce Noël-là, entre sauver Tesla et sauver SpaceX. Il n'avait pas assez pour les deux. Et puis Tesla survit. La Model S arrive. Une berline électrique qui roule plus loin, accélère plus fort et se conduit mieux que des Allemandes 3 fois plus chères. La presse qui ricanait encense. L'action décolle. À partir de là, le récit s'écrit tout seul. Et il est séduisant, parce qu'il est en grande partie vrai. La version officielle, c'est 3 idées. La première, l'intégration. Pendant que les autres assemblaient des pièces achetées à des centaines de sous-traitants, Tesla a construit son propre logiciel, son propre réseau de recharge, ses propres usines de batteries. Un monde fermé qu'elle contrôlait de bout en bout. La deuxième, la donnée. Chaque Tesla sur la route renvoyait des kilomètres de conduite réelle, des milliards de kilomètres. De quoi entraîner une intelligence artificielle que personne d'autre ne pouvait égaler. La voiture n'était plus un produit, c'était un capteur roulant. La troisième, l'homme.
un fondateur obsessionnel qui dormait à l'usine, qui pariait l'entreprise entière à chaque modèle et qui avait compris avant tout le monde que l'avenir de l'automobile ne se jouait pas dans le moteur, mais dans le logiciel et la batterie. Intégration, données, génie, voilà, histoire finie, c'est celle qu'on enseigne à Harvard, celle des biographies, des documentaires admiratifs, des fils de discussion où l'on explique, schéma à l'appui, pourquoi Tesla était structurellement imbattable. Et si tu t'arrêtes là, tu tiens une belle histoire, une histoire propre, le génie solitaire contre l'industrie endormie. Le problème, ce n'est pas qu'elle soit fausse, le problème, c'est ce qu'elle laisse dans l'ombre. Parce que pendant que cette histoire se racontait, l'intégration, les données, le génie, il y avait juste à côté une autre source d'argent, discrète, massive, une source dont Tesla, elle, parlait beaucoup moins fort. Et pourtant, certaines années, c'est elle, pas les voitures, qui faisaient la différence entre le profit et la perte. Reprenons l'histoire, mais cette fois, on ne va pas la lire dans une biographie, on va la lire dans les documents officiels de Tesla, ceux qu'elle dépose chaque année auprès du régulateur américain, sous peine de poursuite si elle ment. Et là, l'histoire change un peu. Première pièce, 2010, Tesla vient de survivre à la crise, on l'a dit. Mais ce qui l'a vraiment remise debout, ce n'est pas seulement l'argent de Musk. C'est un prêt de 465 millions de dollars accordé par le gouvernement fédéral américain pour développer la Model S et faire tourner l'usine de Fremont. 465 millions, au moment exact où l'entreprise pouvait disparaître. Alors oui, et c'est important, on va le dire tout de suite, Tesla a remboursé ce prêt en 2013, 9 ans avant l'échéance, avec les intérêts. Premier constructeur américain à le faire. Garde ça en tête, on y reviendra, parce que ça change la nature du reproche. Deuxième pièce, l'usine de batterie, cette fameuse Gigafactory que la version officielle présente comme un exploit d'ingénierie. Elle est aussi et d'abord un exploit de négociation. Pour l'attirer sur son sol, l'État du Nevada a offert à Tesla 1,3 milliard de dollars d'avantages fiscaux, dont 725 millions d'exonérations de taxes étalées sur 20 ans. Une usine privée, bâtie en partie sur l'argent que les contribuables du Nevada ne percevront jamais. Mais le plus gros, ce n'est ni le prêt, ni l'usine. Le plus gros, c'est un mécanisme dont presque personne ne parle et qui a rapporté à Tesla, tiens-toi bien, plus de 11 milliards de dollars en une décennie. 11 milliards sans vendre une seule voiture de plus. Voilà comment ça marche. Aux États-Unis, la loi oblige chaque constructeur à vendre un quota de véhicules propres. Ceux qui n'y arrivent pas, les vendeurs de gros moteurs thermiques, doivent acheter des crédits à ceux qui dépassent le quota. Et qui dépassaient le quota, vu qu'elle ne vendait que de l'électrique. Tesla. Pendant des années, Tesla a donc vendu ses crédits à Fiat, à General Motors, à tous ceux qui n'arrivaient pas à suivre. 11 milliards de dollars de revenus quasiment purs, et certaines années, ça n'était pas un bonus, c'était vital. Au premier trimestre 2025 encore, sans ces crédits, Tesla n'aurait pas affiché un bénéfice, elle aurait affiché une perte. Lisons ça lentement. Il y a des trimestres où, sans ce mécanisme, l'entreprise la plus admirée de la planète perdait de l'argent sur ses voitures. Alors attention, ne nous fais pas dire ce qu'on ne dit pas, cet argent-là ne vient pas du contribuable, il vient des autres constructeurs. L'État n'a pas signé de chèque, il a créé un marché et il a fait de Tesla le seul vrai gagnant de ce marché. Ce n'est pas un complot, ce n'est pas caché, c'est écrit noir sur blanc dans chaque rapport annuel depuis 10 ans. C'est juste absent de la légende. Et il faut être juste parce que c'est là que le récit devient vraiment intéressant. Musk lui-même a réclamé la fin de ces aides, publiquement, en expliquant que les supprimer ne ferait qu'aider Tesla, parce que ça ferait encore plus mal à ses concurrents, et Tesla a renoncé à plus d'1 milliard de subventions allemandes pour son usine de Berlin. Donc non, Tesla n'est pas BYD. Personne ne lui a versé du cash directement, comme l'État chinois le fait pour ses champions. Le mécanisme est différent, plus subtil, plus américain. Mais la vérité, la vraie, c'est celle-ci. Le génie de Tesla a existé, les ingénieurs ont fait des merveilles. Tout ça est vrai. Seulement, à chaque fois que l'entreprise a vacillé, il y avait, juste sous le récit héroïque, un filet de sécurité que personne d'autre n'avait. Un prêt fédéral, des États
qui se battaient à coups de milliards. Et une réglementation qui transformait chacune de ces voitures en machine à cash. Le génie ne tombe pas dans le vide, il tombe sur un matelas. Sauf qu'aujourd'hui, ce matelas, on est en train de le retirer. Donc le matelas se retire. Et ça, ce n'est pas une métaphore. Tesla l'écrit elle-même, noir sur blanc, dans son dernier rapport annuel. Des décisions du gouvernement américain ont restreint les programmes de crédit réglementaires liés à ces produits. Traduction, la machine à 11 milliards, celle du chapitre précédent, est en train d'être débranchée par la loi. Et au même moment, le crédit de 7 500 $ qui dopait la demande depuis des années, supprimé lui aussi. La question devient simple, presque cruelle. Sans le filet, qu'est-ce qui tient encore debout? Première fissure, le profit. On l'a dit en ouverture, on le répète parce que c'est vertigineux, 15 milliards de dollars de bénéfices en 2023, 7 en 2024, moins de 4 l'an dernier, divisé par 4 en 2 ans, pour une entreprise qu'on présente encore comme la plus innovante du monde. Deuxième fissure, l'Europe. Et là, le chiffre est brutal. En 2025, les ventes de Tesla se sont effondrées de près de 28% sur le continent. En Allemagne, son ancien moteur de croissance, moins 48%. Quasiment une voiture sur 2 en moins. Et avant que tu te dises « c'est le marché électrique qui ralentit », non, c'est l'inverse. Pendant que Tesla s'effondrait, le marché électrique européen, lui, progressait d'environ 27%. Tout le monde montait, Tesla descendait. Ce n'est pas un problème de marché, c'est un problème de Tesla. Troisième fissure, le produit censé tout relancer, le Cybertruck. Annoncé comme une révolution, ce camion d'acier inoxydable taillé à la serpe. Plus d'1 million de réservations annoncées. Les ventes n'ont jamais suivi, au point que SpaceX, l'autre entreprise de Musk, en a racheté pour des dizaines de millions de dollars. Laisse cette phrase infuser. Quand le produit vedette se vend si mal qu'une autre société du même patron doit en acheter des stocks, ce n'est plus un lancement. C'est un sauvetage en famille. Et la quatrième fissure, c'est la plus grave, parce qu'elle ne touche pas le passé de Tesla, elle touche son futur. Car face à des voitures qui se vendent moins, Tesla a une réponse. Ce n'est plus une histoire de voiture, c'est l'autonomie, le robotaxi. La voiture qui roule toute seule et qui rapporte de l'argent pendant que tu dors. Sauf que cette promesse-là, sur laquelle repose tout le reste, est sous surveillance. Le robotaxi de Tesla, lancé à Austin, fonctionne sur une zone réduite, avec une approche uniquement basée sur des caméras et a déjà fait l'objet de plusieurs incidents signalés à l'autorité fédérale de sécurité routière. La promesse qui doit sauver Tesla est précisément celle qu'on regarde avec le plus de méfiance. Bon, alors soyons clairs, parce que c'est exactement là qu'on déraperait si on n'y prenait pas garde. Tesla ne s'effondre pas. Le mot serait faux. Au début 2026, le chiffre d'affaires est même reparti à la hausse, plus 16% sur un trimestre. La trésorerie reste énorme, l'entreprise reste massive, reste puissante, reste là. Non, Tesla ne meurt pas. Tesla cesse simplement de gagner de l'argent comme avant. Et pour combler le trou, elle ne te vend plus tout à fait une voiture, elle te vend une histoire. Alors aujourd'hui, Tesla te raconte une nouvelle histoire. Plus tout à fait celle d'un constructeur automobile. Fin de la production des Model S et Model X. Des lignes d'usine reconverties pour fabriquer des robots humanoïdes. Une vision résumée en 4 mots, l'avenir est autonome. Voitures qui roulent seules, robots qui sortent des usines, logiciels vendus par abonnement. Tesla ne veut plus être jugée sur le nombre de voitures qu'elle vend, elle veut être jugée sur ce qu'elle promet. Mais ce n'est pas ça le vrai sujet de cette vidéo. Le vrai sujet, c'est la question qu'on a posée au tout début. Pourquoi, quand c'est la Chine, on appelle ça une arnaque, et quand c'est l'Amérique, on appelle ça du génie? Reprenons, honnêtement. Pékin voulait un champion de l'électrique. Pékin a payé. Subventions directes, terrain gratuit, prêts d'État, en grand, en assumé, dans le cadre d'un plan national pour dominer le secteur. Washington voulait aussi son champion. Washington a payé. Un prêt fédéral au bon moment, des États qui s'arrachaient l'usine à coups de milliards, une réglementation taillée pour transformer chaque Tesla en machine à cash. Est-ce la même chose? Non. Soyons précis jusqu'au bout. La Chine a payé plus gros, plus directement, et dans un plan ouvertement pensé pour écraser la concurrence mondiale. L'aide américaine était plus petite, plus indirecte, et Tesla a fini par rembourser son prêt.
Ce n'est pas identique. Ça ne l'a jamais été. Mais le fond ne change pas. Aucun de ces deux géants n'est sorti du vide. Aucun n'a gagné à la seule force de ses ingénieurs. Derrière chaque champion de l'électrique, il y a un État qui a décidé qu'il en voulait un et qui a mis l'argent pour. La seule vraie différence, au fond, elle n'est pas industrielle. Elle est dans les mots qu'on choisit. Quand c'est chez nous, on appelle ça une stratégie industrielle. Quand c'est en face, on appelle ça de la triche. Et tant qu'on continuera à raconter à nos enfants que Tesla a gagné toute seule, par pur génie, on ne comprendra rien à ce qui se joue vraiment. Ni hier avec BYD, ni demain avec celui qui viendra après. Si tu as regardé jusqu'ici, tu te souviens peut-être de notre vidéo sur BYD, celle où on expliquait pourquoi l'Occident accusait les Chinois de tricher. Aujourd'hui, on a juste tenu l'autre bout du miroir. Le même mécanisme vu de l'autre côté. Alors la question, je te la laisse et je lis tout en commentaire. Dans ton secteur, l'industrie, l'énergie, la tech, peu importe, où as-tu vu ce deux poids deux mesures à l'œuvre? Où est-ce qu'on appelle stratégie chez nous ce qu'on appelle triche ailleurs? Et si c'est ce genre d'analyse que tu cherches, celle qui ne se contente pas de la version qu'on répète partout, abonne-toi. On continue à tirer les fils un par un. À très vite.